Écoutez Jérémy Wakilongo depuis la RDC dans l'émission La Voix de l'Afrique. Chaque dimanche de 14h à 16h, Jérémy Wakilongo vous fait découvrir les continents africains de plusieurs façons. De reportages à l'interview, confidence à la musique africaine, écoutez La Voix de l'Afrique. C'est un véritable rendez-vous, La Voix de l'Afrique. Bonjour chers auditeurs et auditrices de la radio RCMici à Bordeaux, cœur de la Nouvelle-Aquitaine. Derrière ce microphone, ce Jérémy Wakilongo, mis en onde par Didier Paulin. Je suis dans la ville de Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. Je vous présente chaque dimanche de 14h à 16h. La Voix de l'Afrique, c'est une émission qui permet de renforcer la coopération France-Afrique. Avant de vous ouvrir la boîte de Pandore, nous allons prendre cette transition musicale mise par un artiste qui vous vient depuis la République démocratique du Congo, comme d'hab, la rumba congolaise. Si vous cet artiste, par après, nous serons de retour. Bombe anatomique, petit tango aza mystique, mongongo mélodique, ya ye nyonso angélique. Bombe anatomique, j'ai bien dit anatomique. Ponaboui polémique, Gaïna yembi Dominique. Hey, oyonzoto, lokola monzoto, petit atonda boboto, rescapé ya mondandoto. 1m73, hayebi kuta à l'aise, la tiela ye moi badieze, ye colina dobleze, bato bapanza lukotro, no yo yaba likro, pakale ele kadro, nabukango na mikro. Eh bien, ye deux fois au tali, au koi na boluli. Wana ubandi pekato, olula mwasi ya bato. La 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 la, la 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 la. Tango pour Dominique, bombe anatomique. De son prénom Dominique, ma charme ya Martinique, mais exemplaire unique. Bombe anatomique, na lolenge magnétique, asile singa illogique, et bien la commis fanatique. Ah ah ah, oh you charme, les alliés qu'on mérite palme, démarche naïe calme, Olandi otangi si larme, Ganguesco zali ange, Pipassa ya Solange, beauté bonté et sali mélange, Nankolo na tindi louange, Unzenga extraterrestre, ou embrouillé na ba ministre, Kutuba master orchestre, Falobio kangi registre. Eh bien, Soki otieka, Yeba obikaka. Oh, tout moli ben samni, Leke bana galani, La 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 la, La 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 la. Estou cantar o tango, por ti meu coração. La 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 la, La 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 la. Yo kano na mpondo, poposone akutale. La 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 la, La 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 la. Estou cantar o tango, por ti meu amor. La 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 la, La 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 la. Yo kano na nzele, René
la 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 la, la beauté atomique de ma bombe anatomique m'a inspiré ce tango pour Dominique. Voilà, chers auditeurs, auditrices de la radio RSM, ici à Bordeaux, cœur de la Nouvelle-Aquitaine, bonjour. Effectivement, les réchauffements climatiques demeurent un grand problème pour la population partout à travers le monde, en République démocratique du Congo et ailleurs. En tout cas, l'avenir reste toujours lamentable. Nous avons peur. On ne sait pas ce qu'adviendra à notre planète Terre, la planète bleue. Si nous essayons un peu de revenir dans l'origine de cette planète, c'était une planète qui était favorable à la vie, mais les humains continuent toujours à détruire. L'arbre nous protège contre les rayonnements nuisibles du soleil, mais malheureusement, nous sommes en train de couper les arbres. Si nous essayons un peu de prendre, par exemple, en Afrique, ici, au moins 80% de la population, surtout en République démocratique du Congo, comme Fano l'avait dit, la République démocratique du Congo, c'est la gâchette de l'Afrique. Mais ce qui est lamentable est de remarquer que les Congolais utilisent plus la braise, c'est-à-dire ils coupent les arbres pour faire la braise. Et cela a des conséquences à long terme. Et d'ailleurs, ces conséquences commencent à être visibles sur les terres. Pose la question à un agriculteur congolais, vous dira que en tout cas, le changement climatique est vraiment réel et vraiment visible. Si nous essayons un peu de voir l'atmosphère terrestre nous protège contre le rayonnement nuisible du soleil, parce que selon les spécialistes, au moins par seconde, le soleil dégage l'énergie qui est équivalente à la bombe à hydrogène qui peut détruire toute vie, toute forme de vie ici sur la Terre. Mais ce qui nous protège, c'est cette atmosphère que nous sommes en train de détruire. Nous sommes en train de détruire notre bouclier. Voilà pourquoi il s'avère vraiment important de pouvoir protéger notre planète Terre. Et c'est un peu de voir les avantages de l'arbre. L'arbre nous protège effectivement, comme je l'avais bien dit en exorde, l'arbre nous protège contre le rayonnement nuisible du soleil. À part ça, l'arbre nous donne l'ombre. Et en plus de cela, l'arbre nous donne de l'oxygène parce que l'arbre récupère le carbone et plutôt l'arbre récupère le dioxyde de carbone et les transforme en oxygène. C'est ce processus-là qui est appelé photosynthèse. Ça permet qu'il y ait quand même la vie sur la Terre. Mais malheureusement, donc on ne va pas toujours dire que c'est l'Europe qui contribue à grand pourcentage. Même en Afrique ici, nous sommes toujours en train de courir derrière ces grands problèmes qui est de détruire notre planète Terre. En tout cas, il s'avère nécessaire de protéger notre planète Terre. Voilà pourquoi certaines organisations se sont arrangées pour pouvoir réfléchir comment apporter une réponse à ces problèmes qui continue toujours à faire mal à la population partout à travers le monde. Il y a par exemple l'organisation Climate Change Lab. C'est une organisation française avec la Fondation Orange et d'autres organisations. Ils ont réfléchi comment apporter une solution à ces problèmes, comment apporter leur contribution à ces problèmes que guette l'humanité. Ou soit nous mourrons, ou soit nous protégeons notre planète bleue. Voilà, nous nous sommes entretenus avec quelques organisations en question. Nous sommes entretenus avec le responsable du projet Climate Change Lab depuis France. Il s'appelle Hugues. Voilà. Alors, nous allons essayer un peu d'échanger avec Hugues pendant quelques minutes. Par après, nous allons poursuivre avec les analyses. Justement, vous êtes le responsable du projet pour Climate Change Lab. Voilà, vous œuvrez dans l'accompagnement des ateliers avec vos partenaires comme la Fondation Orange et les autres pour contribuer donc fabrication des prototypes pour l'humanité et contribuer à la réduction du réchauffement climatique. Alors, pouvez-vous nous parler un peu brièvement des Climate Change Lab? Bonjour, je m'appelle Hugues Aubin et je suis cofondateur de l'association Climate Change Lab, dont l'objet est faire apprendre, partager des solutions face aux effets du changement climatique. Et en fait, ce projet, il est issu à la fois d'un croisement de réflexion par rapport à un réseau de lieux d'innovation qu'on appelle les Fab Labs, comme Fabrication Laboratories, des laboratoires de fabrication numérique,
qui existent sur toute la planète, il y en a plus de 2000, et d'échanges avec des parrains de notre association qui sont très concernés par la manière de réorganiser notre vie dans les territoires et nos liens avec la nature pour en gros faire face ensemble aux conséquences imprévisibles qui vont se dérouler pendant des siècles au travers des bouleversements de notre écosystème. Alors le principe du CC Lab, c'est d'agir sur 3 axes. Le premier, c'est d'organiser des tables rondes, des colloques, de participer à des chemins de fer d'événements autour des transitions, dans lesquels nous, on aime bien travailler avec des prospectivistes, des poètes, des écrivains, des biologistes, des ingénieurs, pour essayer un petit peu de penser autrement l'avenir et de rendre désirable la sobriété, la résilience locale, un certain nombre de choses. Le troisième axe, c'est le prototypage créatif. Donc on fait par exemple des circuits électroniques sans brevet qui permettent de transformer l'activité biologique des plantes en musique pour réunir des gens autour et penser un petit peu ces plantes et cette nature comme autre chose que uniquement des ressources pour fabriquer des meubles ou les brûler, puisque ce sont des êtres vivants et qu'on est interdépendants. Et l'axe dominant, c'est celui qui est incarné par le projet Forge CC, comme Climate Change et Creative Commons, et qui lui s'appuie vraiment sur les réseaux d'ateliers de fabrication numérique pour en gros avoir l'idée suivante, c'est d'entraîner les populations à utiliser des plans d'objets, comme on l'a fait d'ailleurs avec les plans de masques pendant la crise du coronavirus, pour en gros que les personnes puissent refabriquer localement des solutions sans déplacer les atomes, en effondrant donc à la fois le système d'énergie fossile qui permet de transporter les matériaux et les déchets, en apprenant donc aux personnes à recombiner ce qu'il y a autour d'eux, un petit peu comme le faisaient nos grands-parents, mais en utilisant toute l'astuce de ce qui peut être inventé à l'autre bout du monde pour en fabriquer la variante locale. Donc en gros, le Climate Change Lab mène actuellement avec l'Agence pour le développement, la maîtrise de l'énergie, la Fondation Orange et ses Fab Labs solidaires, le réseau des Fab Labs francophones d'Afrique de l'Ouest, le réseau des Fab Labs français, une association autour du handicap sans brevet et des solutions sans brevet, My Human Kit, et la Cité des sciences et de l'industrie, le projet Forge d'adaptation Nord-Sud, dans lequel on organise 30 ateliers sur le grand continent africain qui sont offerts gratuitement aux populations, à la condition que la manière de conduire ces ateliers et les prototypes, les objets qui sont fabriqués dans ces ateliers et qui sont rangés dans les objectifs de développement durable, soient intégralement versés dans le bien commun de l'humanité avec notre accompagnement au travers de fiches documentaires qui sont disponibles sous la même licence que dans Wikipédia, donc dans le bien commun de l'humanité, repartageables, recopiables et complètement réutilisables au travers de la plateforme forgecc.org. Donc c'est quoi le Fab Lab ? Le Fab Lab, c'est un espace de partage de connaissances qui est incarné par un lieu dans lequel l'outillage est partagé, et on va y trouver dans ces lieux qui peuvent être hébergés par des associations, des particuliers, des écoles, des universités, des entreprises, des institutions publiques. On va y trouver non seulement de l'outillage à main, mais on va également y trouver 4 techniques qui permettent en fait très rapidement de pouvoir reproduire des objets très simples comme je disais un masque de couturière, ou très complexes comme un robot humanoïde ou un nanosatellite, en utilisant des imprimantes 3D qui vont permettre de télécharger des modèles 3D d'objets pour refabriquer des pièces plastiques, en utilisant des découpes, donc qui peuvent être des fraiseuses ou des découpes laser, et on va prendre des plans avec des dessins et on va pouvoir redécouper par exemple des tabourets, du mobilier, des boîtiers, en utilisant, troisième technique, du code informatique qui se met dans des cartes électroniques à moins de $20, elles-mêmes sans brevet, dont les plans sont documentés, et qui permettent de mettre de l'intelligence dans les objets, par exemple de faire des capteurs de pollution, par exemple de cartographier les déchets dans une ville, par exemple de créer des services en direction des smartphones des personnes. Et puis on va également avoir une 4e technique qui est celle qu'on utilise beaucoup dans notre projet, qu'on appelle la documentation, et qui consiste, au lieu de faire quelque chose, à raconter comment on a fait cette chose pour permettre à quiconque de la reproduire ou de la refaire avec les matériaux locaux. Donc le Fab Lab, c'est quelque chose qui va faire ce qu'on appelle la fabrication numérique, donc c'est-à-dire le lien entre des plans,
et des objets tangibles au travers de techniques qui vont être des techniques partagées par une communauté et qui peuvent être orientées sur l'apprentissage du numérique, la résolution de problèmes locaux et dans notre cas, ce qui va nous intéresser, c'est d'orienter le savoir-faire de ces lieux qui a été très largement démontré dans les solidarités de crise autour du coronavirus, dans quelque part l'entraînement des populations à l'extérieur des Fab Labs. Donc le Fab Lab aujourd'hui, c'est un lieu qui existe en Asie, en Afrique, en Islande, en France, partout. La carte des Fab Labs mondiaux est sur fablab, fablabs.io et vous y trouverez plus de 2000 lieux. Alors depuis quand on organise des ateliers en Afrique et ailleurs ? Moi j'ai eu la chance de mettre les pieds pour la première fois sur le continent africain lors d'un événement qui s'appelle Innov Africa en 2010 à Bamako, lors duquel j'ai pu rencontrer énormément d'innovatrices et d'innovateurs talentueux dans le numérique au sens large, des gens qui faisaient des médias, qui faisaient des web radios, qui faisaient des services en ligne, qui faisaient des formations, qui faisaient des projets d'urbanisme. Et à partir de cette date en 2010, j'ai pu dans mes différents métiers, notamment au service de Rennes Métropole, qui est une communauté d'agglomération importante ici à l'ouest de la France, monter d'abord un premier défi doté de matériel sans brevet en direction des premiers Fab Labs d'Afrique de l'Ouest qui s'appelait le défi Data Plus, je crois en 2011. Puis ensuite, nous avons pu, dans un projet associatif, développer un réseau international de Fab Labs dans lesquels les personnes en situation de handicap créent des aides techniques, qui s'appelle les Human Labs, qui est créé par l'association My Human Kit, qui a bénéficié pendant maintenant 4 ans d'une course solidaire de collégiens organisée par le collège de la Petite Lande à Rezé et qui a permis de financer du matériel pendant ces 4 années sur le Sénégal, sur le Mali, sur la Côte d'Ivoire et également sur le Bénin. Puis ensuite, nous avons, pendant la crise du coronavirus, où j'étais vice-président du réseau des Fab Labs français, RFF Lab, qui est assez gros, puisqu'il compte plus de 200 lieux dans notre pays, nous avons pu monter un projet de solidarité qui s'appelle Maker Nord-Sud. Et ce projet de solidarité Maker Nord-Sud se déroule avec l'aide de l'Agence française de développement et de l'Europe jusqu'au milieu de 2023. Et il a permis d'équiper 10 à 11 Fab Labs dans 7 pays d'Afrique de l'Ouest de matériel de fabrication numérique, donc des imprimantes 3D, des découpes laser, des composants électroniques, pour pouvoir en fait aller plus fort et plus loin dans la coproduction d'aides de santé gratuites en prévention, en soins et en traitement qui ont notamment été utilisées pendant la crise du coronavirus. Les difficultés auxquelles on fait souvent face, c'est des difficultés qui sont liées au fait que dans le projet actuel qui s'appelle ForgeCC, donc forgecc.org, que nous avons écrit et qui a gagné le premier appel à commun, qui ne finance que du bien commun de l'humanité, avec l'ADEME et nos camarades de l'association internationale, notamment des maires francophones, très intéressés par la fabrication donc distribuée. Donc on fait plus circuler la matière, on fait circuler des plans, et si on veut que ça marche, il faut entraîner les gens dans les territoires. La grosse difficulté, c'est un projet qui est très innovant et en gros qui consiste à coproduire ensemble en étant à 4000 km de distance dans un même protocole en amélioration continue, des choses qui peuvent être extrêmement pertinentes localement et traditionnelles, comme par exemple l'atelier qui a été mené à Goma autour des braseros écologiques qui évitent d'utiliser du bois tropical pour faire la cuisine et dans lequel on a un atelier en langue swahili avec quelqu'un qui va chercher les femmes qui habitent près de cette forêt tropicale pour leur faire profiter de l'atelier. Donc un atelier vraiment dans lequel le numérique outille la documentation pour qu'on puisse refaire, mais dans lequel il n'y a pas de maquette 3D ou de choses comme ça, jusqu'à des ateliers qui peuvent être techniquement très pointus et qui vont être menés même par des entreprises, des associations, des Fab Labs, des ONG, dans un protocole. Et ces ateliers-là vont avoir une complexité technique qui va être par exemple beaucoup plus poussée et on va avoir des microcontrôleurs au Cameroun qui vont permettre de capter la fertilité des sols. On va avoir des protocoles en Côte d'Ivoire pour cartographier ces déchets. On va avoir des systèmes à Abidjan pour créer des fermes verticales de villes en hydroponie. Et donc la première difficulté, c'est d'arriver à composer malgré la francophonie avec les ruptures de connexion, avec la distance, avec les difficultés administratives
l'initiative, par exemple, de payer quelqu'un qui est en République démocratique du Congo quand c'est hors de la zone IBAN ou CEPA, avec également un budget restreint pour une aventure ambitieuse, dans laquelle je peux dire qu'aujourd'hui, en extrayant en format PDF les modes d'emploi réalisés depuis le mois de juillet par les acteurs du Sud, on a déjà un manuel inédit de 290 pages de conduite d'ateliers que vous pouvez rejouer partout en francophonie, fournis gratuitement par notre site, mais également pour chacun de ces modes d'emploi un lien vers un PDF où vous avez la documentation pour refabriquer complètement le prototype, pour entraîner vos agents publics, les membres de vos associations ou vos salariés à ces techniques de fabrication distribuée. Donc les difficultés, elles sont, on apprend en marchant, elles sont parfois également au terrain avec, dans certains cas, les délestages qu'on peut connaître ou des situations insécuritaires comme on l'a eu en RDC et qui font qu'il y a des ateliers qui sont décalés, qui font que il y a des gens qui font des choses vraiment excellentes, mais dont la pratique du français est hétérogène. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un mentoring, un tutorat, un accompagnement complet qui nous permet de coproduire ensemble tous ces documents et tous ces ateliers qui sont gratuitement offerts aux populations et dont l'agenda est sur notre site internet. Alors maintenant, pourquoi l'Afrique ? Alors moi, j'ai une histoire personnelle du fait que des membres de ma famille travaillaient notamment à faire des fouilles archéologiques pendant une vingtaine d'années du temps de ma grand-mère sur la Mauritanie et le Sahel. Donc je voyais beaucoup de ces objets du Sud qui me faisaient rêver quand j'étais petit. J'ai toujours rêvé d'aller sur le grand continent. Quand j'y suis allé en 2010, j'ai pensé que mon rêve s'effondrerait, mais en fait ça a été le contraire. J'ai donc eu l'occasion de pouvoir y retourner sur des missions au Bénin et même cet été de mener sur notre production avec l'aide de My Human Kit une opération de 1700 km avec l'association des aveugles du Cameroun. Nous avons ensemble assemblé les imprimantes braille sans brevet les moins chères du monde dans les établissements scolaires où elles sont déjà utilisées. Le projet Braille Rap. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui le Nord a vraiment besoin de créer un nouveau rapport fraternel et de coopération avec ce grand continent. D'abord parce qu'il y a une relation diasporique évidente entre mon pays, la France, et une partie de l'Afrique qui est liée à l'histoire coloniale, mais aussi parce que maintenant, finalement, la manière dont les pays dits développés accumulent les déchets, leur impact sur la planète, et leur consommation d'énergie fossile arrive à un point de rupture tel qu'on a besoin de réapprendre ensemble comment réparer, comment recomposer, comment faire avec des délestages, comment renouer également avec des techniques anciennes qui peuvent respecter par exemple les teneurs de sol sur les agricultures traditionnelles, régénérer des forêts. Et aujourd'hui, je pense que l'Afrique a un très grand avenir du fait de sa culture pour pouvoir réinsuffler au Nord toutes ces techniques de réparation, recomposition et lien avec son environnement et que nous en avons besoin tous les francophones. Donc je pense que l'Afrique est un excellent gisement de solutions partagées bien au-delà du grand continent et que dans un avenir qui pourrait être marqué par l'affrontement des hommes et des femmes autour de ressources raréfiées, accompagnés par leurs États, il est vraiment nécessaire aujourd'hui de créer des couloirs, comme on l'a vu dans la crise du coronavirus, de solidarité internationale dans lesquels légalement on a la possibilité, même pour les gens qui ne sont pas solvables, d'être sûr d'avoir quelque chose à construire qui permet de faire face. Et pour faire face à l'imprévu, il faut des personnes entraînées à découvrir pour la première fois des plans d'objets et avoir la surprise de voir que finalement, au terrain, ça fonctionne. Et que pour ça, on n'a pas besoin forcément de faire du high-tech ou d'importer des choses de milliers de kilomètres. Donc, cette histoire pour nous, elle dure maintenant donc depuis 12 ans avec le grand continent au travers de différents projets autour d'un numérique qui, en gros, outille du bien commun de l'humanité pour faire face à ce qui vient. Ça veut dire qu'on est très militant autour de tout ce qui consiste dans le partage non exclusif de solutions. À partir du moment où elles sont non exclusives, leur potentiel est démultiplié puisqu'une entreprise peut l'utiliser, une école peut l'utiliser, un territoire peut l'utiliser et des individus peuvent l'utiliser. Et donc aujourd'hui, un des objectifs du projet qui est atteint, c'est quand même de démontrer qu'un certain nombre d'acteurs qui sont sous les radars institutionnels ou qui ne sont pas financés, mais qui sont
détenteurs de solutions qui peuvent intéresser tout le monde, eh bien, sont parfaitement capables de suivre un protocole assez strict qui est celui de notre projet et à la fois d'organiser sans qu'il y ait d'accident des ateliers sur place, de former des gens sur place, de prendre des photos, d'écrire des documents, de publier sur Internet, d'avoir tout ça sous une forme homogène, unifiée par Forge CC, et donc d'avoir une reconnaissance également de professionnels, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'acteurs africains qui ont des idées géniales, je pense par exemple à Mangangte, aux personnes qui ont fait le détecteur de fertilité des sols, ce sont des personnes qui ont également fait des couveuses pour les nouveau-nés alimentés en solaire. Pourquoi ? Parce que s'il y a des délestages, en fait, les couveuses, de toute façon, il n'y en a pas, parce qu'on ne peut pas laisser un bébé lors d'une panne d'électricité dans une couveuse. Eh ben, je sais deux de leurs couveuses sont déjà utilisées à l'essai au Cameroun, et c'est complètement méconnu. Des solutions comme ça, il y en a beaucoup. Et je pense qu'on a besoin de créer un réseau international d'ingénieux et d'ingénieuses dans lequel, en gros, au lieu d'outiller uniquement la performance des plus forts, on s'assure que tout le monde disposera demain d'une communauté et d'un vivier capable de faire circuler très vite des solutions par leur plan sur Internet, en permettant localement à tout le monde d'en fabriquer la variante qui permet de résoudre un problème ou satisfaire une envie. Donc voilà pourquoi aujourd'hui nous faisons le projet forgecc.org et Jérémy, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup de nous avoir donné de ton temps. Cette transition musicale mise par un artiste qui vous vient depuis la République démocratique du Congo, comme d'hab, la rumba congolaise. Suivons cet artiste, par après nous serons de retour. Où est la femme qui avait les yeux si profonds que l'on voulait s'y noyer? Myriam, il était une fois Bijou, Timothée, t'en souviens-t-il? Timothée na yo akomi kolula Myriam
Chers auditeurs et auditrices de la radio RCM ici à Bordeaux, cœur de la Nouvelle-Aquitaine. Derrière ce microphone, c'est Jérémy Wakilongo qui vous présente l'émission La Voix de l'Afrique chaque dimanche de 14h à 16h et une rediffusion chaque jeudi à la même heure. Effectivement, les réchauffements climatiques de mer, un grand problème pour la population partout à travers le monde. Effectivement, les continents africains ne pas rester indifférents. Il y a plusieurs Africains qui ont réfléchi comment lutter contre les réchauffements climatiques. C'est-à-dire, là où tu as coupé un arbre, il faut planter un. Effectivement, il y a 20 ateliers qui ont été organisés partout à travers le monde, depuis Cameroun, Burkina Faso, Mali, Sénégal. Plusieurs ateliers, à peu près vingtaine, qui ont été accompagnés par Climate Change Lab. Alors, nous allons essayer un peu d'échanger avec quelques personnes qui ont réalisé certains prototypes pour lutter contre les réchauffements climatiques. Vous nous parlez de votre structure au niveau de l'Afrique de l'Ouest à San Pedro. Je m'appelle Henri-Damien Laurent, je suis président de TIC Forêt, d'une association ivoirienne qui œuvre pour la promotion de la culture numérique en Côte d'Ivoire. Nous étions à la base un groupe de personnes qui proposaient des formations Scratch et App Inventor pour les enfants et adolescents. Nous avons animé le premier coding goûté à notre connaissance en Côte d'Ivoire. Nous en avions animé quelques autres par la suite. Nous sommes convaincus que les valeurs du logiciel libre de partage, d'entraide et de coopération peuvent faire une différence dans la culture. Nous sommes initialement basés à Abidjan et en train d'ouvrir un lieu à San Pedro. Notre vice-président est très investi dans Africa Code Week. Notre devise, c'est le numérique au cœur des communautés pour pouvoir les servir et les renforcer. Justement, nous aimerions savoir pourquoi avez-vous accepté de participer à l'appel des Climate Change Lab depuis France ? Nous avons accepté de participer à l'appel de Climate Change Lab parce que c'est une opportunité de participer à un projet collaboratif international autour de cette problématique du changement climatique. Nous sommes assez sensibles à la dimension résilience dans les communautés. En promouvant les logiciels libres, mais aussi l'économie circulaire ou la permaculture, nous pourrons contribuer à introduire la résilience dans les écosystèmes. Pour nous, c'était une opportunité magnifique de contribuer à des communs numériques à un niveau international et de participer à la collaboration Sud-Nord dans un contexte particulier. Voilà, j'aimerais savoir, ou nous aimerions savoir, avec tous ceux qui sont en train de vous suivre ici à Bordeaux, cœur de la Nouvelle-Aquitaine, quel prototype avez-vous proposé ? Nous avons proposé un projet de géolocalisation des déchets électroniques et plastiques à San Pedro. San Pedro est une ville balnéaire et un des plus gros ports de Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agissait de cartographier les décharges ou gisements, selon le point de vue duquel on se place, de déchets électroniques et plastiques dans 3 quartiers de la ville. Nous avons pour cela reposé sur divers partenariats, en particulier un partenariat avec l'Université de San Pedro, un partenariat avec la communauté OpenStreetMap, ainsi qu'un partenariat avec une entreprise qui s'occupe de recyclage des déchets électroniques en Côte d'Ivoire, Iwa SAS, sur laquelle nous avons reposé pour son expertise au niveau de l'impact sanitaire de ces déchets. Voilà, merci beaucoup pour l'explication par rapport à ces prototypes. Pourquoi avez-vous proposé ces prototypes ? Les objectifs de notre prototype étaient multiples. Tout d'abord, il s'agissait de faire connaître et de documenter la méthodologie de la cartopartie aux étudiants et aux enseignants de l'Université de San Pedro. Ensuite, il s'agissait de proposer aux étudiants et enseignants de l'Université de San Pedro la possibilité de monter un chapitre OpenStreetMap local. En effet, dans toutes les UFR de l'Université de San Pedro, que ce soit le tourisme, les ressources halieutiques, agricoles ou les sciences de la mer, l'utilisation de la cartographie est très importante. Il est donc intéressant et transverse de leur faire rencontrer la communauté OpenStreetMap. Et notre objectif secret était de pouvoir, en les faisant se rencontrer, d'initier une dynamique locale
de communauté OpenStreetMap à San Pedro. Notre troisième objectif était de sensibiliser les étudiants et les populations exposées aux risques sanitaires relatifs aux déchets plastiques et électroniques, de les sensibiliser à ces risques sanitaires et de faire en sorte que cette prise de conscience puisse éventuellement déboucher sur soit des formations, soit une meilleure prise en charge de ces déchets. Enfin, il était évident pour nous que pour pouvoir connaître l'importance réelle de la question de la gestion de ces déchets électroniques et plastiques, il était important, vital, d'en avoir une quantification et une qualification concrète. Cela va aider à prendre des décisions d'action ou de coordination au niveau de la ville. Alors pouvez-vous nous dire quel rôle va-t-il jouer dans la réduction du réchauffement climatique ? Au niveau de l'Afrique de l'Ouest, pour nous, il s'agit d'un tout premier pas dans la gestion des déchets électroniques et plastiques à San Pedro, c'est-à-dire cartographier et d'abord rendre compte du problème. Les autres pas seront de proposer, promouvoir et construire un entrepreneuriat autour de l'économie circulaire locale pour créer une dynamique d'emploi et de résilience des territoires en lien avec les institutions, les populations et les bailleurs. En tant qu'entrepreneur, j'ai déjà participé à plusieurs projets à impact dans différents domaines. Gageons que notre association TIC4N pourra à San Pedro apporter sa contribution à l'édification d'une économie résiliente et performante dans les domaines de l'innovation sociale, de l'économie circulaire ou de la permaculture en diffusant les outils, compétences et savoir-être de l'entrepreneuriat. Alors, tu peux essayer un peu d'expliquer à tous les auditeurs qui sont en train de vous suivre ici en Europe et aussi en Afrique comment on peut arriver à fabriquer ou comment on peut arriver à le fabriquer. Le maillage de l'association OpenStreetMap en France est beaucoup plus dense qu'ici en Afrique. Les communautés technologiques sont davantage représentées en Europe. En allant sur le wiki d'OpenStreetMap, https://wiki.openstreetmap.org/wiki/France, vous pouvez découvrir les représentants locaux d'OpenStreetMap qui organisent souvent des rencontres mensuelles autour des enjeux de la cartographie dans les régions ou villes de France. En entrant en contact avec eux ou avec votre Fab Lab le plus proche, vous pourrez rencontrer des personnes qui pourront vous soutenir dans un projet de gestion cartographique, que ce soit une cartopartie, que ce soit une cartographie de tel ou tel phénomène. Tout cela, les communautés OpenStreetMap peuvent être des ressources d'une grande qualité. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir donné de ton temps. Ça c'est quoi ça? Tunaye, naye. Nini bazoluka nanzoto mwana moto patika basukisa mbongo bayama. Nini bazoluka nanzoto ya ganya filme patika basukisa mbongo bayama. Amayama amitangwa potakila azaraki yemosi na nyango malia kambuma ya elangana ye amayama patika basukisa mpapa kokokate Aristote na limite moimo nanga na maboko ya we patika basukisa mpapa kolembana mama na mwa limite molimo nanga na maboko ya Dieu le Père et le Fils et le Saint-Esprit na pata ya Nzambe na mantangi bazuluku sasanga ndenge na nzete babomaka nyoka abayambo makaku soki alembani
kobuka mbuma na nzete akokosa baninga bayebanso mbuma yango eza bololo obololo na petit frère ya yezu na matongi bazoluko sasanga ndenge na nawele babomaka bibwele libanga bakobwa kaka sena mbumbo eteli awa bozo osala ngambo eske nga naza mofudede nga mpata ya nzambe na matangi bazoluko sasanga ndenge na nzete bangomakanuka moto akoya kowai batika poyengo koroba mpani Chers auditeurs de la radio RCM ici à Bordeaux, au cœur de la Nouvelle-Aquitaine, derrière ce microphone, c'est Jérémy Wakilongo depuis la RDC. Le réchauffement climatique, c'est un phénomène qui guette notre planète bleue ou notre planète Terre. Mais avant cela, nous nous sommes entretenus toujours dans la ville de Goma avec une dame. Elle est coordinatrice provinciale des associations de personnes vivant avec handicap ici dans la province Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Elle est aussi présidente de l'ONG Programme d'assistance et protection de la personne vivant avec handicap, ou PAF en sigle. Elle s'appelle Kavira Yeye. Madame Kavira Yeye, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Il y a nombreux qui sont en train de vous suivre ici à Bordeaux, en France, au cœur de la Nouvelle-Aquitaine. Vous dirigez des grandes associations, parce que j'ai mentionné effectivement des associations. Est-ce que c'est facile pour quelqu'un qui vit avec l'handicap? Oui, c'est très 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 facile, parce que c'est la tête qui travaille, ce n'est pas les pieds qui travaillent. Je suis une femme handicapée motrice, mais ma tête fonctionne. Et c'est avec cette tête-là et le cœur que je suis en train de travailler. Oui, est-ce que vous pouvez essayer de nous parler de votre parcours? Moi, c'est depuis 2 ans que j'ai tombé malade. Je suis la deuxième de notre famille. Maman
ma maman et papa étaient là, étaient légitimement mariés. Et puis je suis leur deuxième fille. C'est à l'âge de 2 ans que j'ai tombé malade. J'ai été attrapée par la poliomyélite. Étant la deuxième fille de la famille, à l'âge de 2 ans, j'ai été devenue handicapée. On a fait tout pour me faire soigner, ça n'a pas tenu. Et puis j'étais restée pareil, comme je suis aujourd'hui. Mais moi j'ai déjà compris parce que c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Et à l'âge de... J'ai fait mes parcours scolaires et je suis D6. Je suis mère de 6 enfants et une femme mariée. Ah, bravo. Oui, je suis mariée. Mais c'est par après que je me suis rendu compte que moi j'ai eu la chance d'être scolarisée, mais il y a d'autres, mes semblables là, femmes handicapées ou les personnes handicapées qui n'ont pas eu cette même chance comme moi d'être scolarisées. Et on s'est mis ensemble avec d'autres personnes handicapées, intellectuelles aussi, pour voir comment est-ce que nous, on peut relever ou on peut hausser notre voix pour que les gens sachent que malgré l'handicap, on a des capacités, on a des compétences. C'est à cela qu'on a pensé à faire quelque chose. Parce que rester à la maison, rester là où on était, il n'y avait pas moyen de hausser nos voix. On s'est réunis ensemble et on s'est réunis en association comme notre pays le permet. Et nous aussi, on s'est mis ensemble, on a fait une association pour savoir comment aussi on peut aider nos semblables là qui n'ont pas eu la chance. Ah, vraiment, bravo. Alors, maman... d'être scolarisés. Ah oui, justement. Alors, maman Kavira Yeye, vous pouvez essayer un peu de nous parler de votre association. Vous avez parlé du programme d'assistance et protection des personnes vivant avec handicap. Pouvez nous parler de votre association? Quelles sont les activités que vous menez? Oui, nous avons... Notre association, c'est PAF. Oui. PAPH, oui. Programme d'assistance et protection des personnes handicapées. C'est depuis 2002 que PAF existe. On a commencé avec M. Laboshi Cherubala, qui était notre président. Après lui, c'était M. Théodore Bachimbe. Et avec tous les deux, là, moi, j'étais dans les genres. C'est moi qui représentais les femmes de PAF. Mais comme Dieu est Dieu, aujourd'hui c'est la femme qui dirige PAF. Aujourd'hui c'est mon tour, c'est le tour de croire avec la localisation. Comme les humanitaires viennent de dire qu'il y aura localisation, on va aussi nous impliquer, nous les personnes handicapées. Quand il y aura le programme qui sera là pour les personnes handicapées, les programmes qui seront là pour les personnes handicapées, on va les orienter vers nous. Parce qu'il n'y a pas moyen de venir travailler pour nous sans nous aussi. Nous sommes là, nous avons des capacités, nous sommes en train de réaliser des choses, qu'on puisse aussi passer à nous. Le seul défi qu'on a, nous, c'est le financement. Mais pour le moment, nous voyons qu'il y a aussi les partenaires qui ont déjà compris que nous aussi, on doit être financés, comme les FFC. Je suis en train de travailler avec les FFFC. Il y a aussi la télé que je viens de citer là-bas. Oui. C'est la BCNDH, la MONUSCO et OMENOFEF qui ont mis leurs efforts ensemble. Et nous, la télé va se passer ici à Bakanja. Nous aussi, on a des capacités à faire des choses, sauf qu'il y a les personnes là qui n'ont pas encore compris que ces personnes-là peuvent faire quelque chose aussi d'eux-mêmes. Voilà, justement, en tout cas, quand nous essayons un peu de voir les contextes de la République démocratique du Congo, là où nous sommes, il y a la guerre s'est effectuée à 20 km de la ville. Les personnes vivant avec handicap sont dans des camps, quitter là jusqu'à fuir des milliers, à peu près plus de 50 km jusque dans la ville, vraiment c'est compliqué. C'est ce qui aussi nous pousse aussi à parler. Oui. Parce que vous voyez, quand il y a la guerre, comme ici à l'Est, il y a la multiplication des personnes handicapées. Donc, c'est à chaque jour où le nombre de personnes handicapées est en train de s'augmenter. Je crois qu'en RDC,
il y a 13% de personnes handicapées. Mais ici à l'Est, nous arrivons aujourd'hui à 18% de la population de personnes handicapées. Vous voyez, le nombre est en train de s'augmenter de jour au jour. Et si les humanitaires ne pensent pas à ces personnes-là, à cette catégorie-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Quand les gens arrivent ici avec les actions humanitaires et ne pensent pas à cette catégorie, on peut dire que c'est la marginalisation. Et quand ils arrivent ici, ils travaillent ça pour autant nous impliquer. Ça aussi, c'est la marginalisation. Quand ils arrivent avec quelque chose pour les personnes handicapées, nous on est là. Il y a la localisation. Qu'on nous appelle, qu'on travaille, qu'on fasse le programme ensemble et puis on leur montre là où travaille. J'étais dernièrement à Kanyaruchinya. À Kanyaruchinya, vraiment, il y a des choses qui sont en train de se passer là-bas. Mon frère journaliste. Je rappelle que Kanyaruchinya, oui. Ça vous interrompt, pour les gens qui sont en train de vous suivre ici à Bordeaux. Kanyaruchinya, c'est un camp qui se situe, un cas de déplacés. Oui. Et il y a aussi des sinistrés qui se situent à l'est de la RDC, en République démocratique du Congo, précisément. C'est proche, c'est presque dans la ville de Goma. Et d'ailleurs, la population vit une situation terrible, une situation difficile là-bas. Alors oui, justement, vous étiez à Kanyaruchinya. J'étais en train de situer nos auditeurs par rapport à ces camps-là de Kanyaruchinya. Oui. J'étais à Kanyaruchinya. Et parmi les multitudes de gens qui sont là, il y a aussi des personnes handicapées. Et ces personnes-là souffrent tellement. Pas seulement les personnes handicapées, il y a aussi les enfants handicapés là-bas. Il y a les femmes handicapées. Il y a aussi les femmes handicapées enceintes là. Dans ce site de Kanyaruchinya. Seulement là, à Kanyaruchinya, j'ai enregistré plus de 150 combien de personnes handicapées. Et vous voyez, sans aide humanitaire. Ils sont là. Ces personnes sont là, elles sont en train de souffrir. Seulement là, Kanyaruchinya. Il y a d'autres sites qui sont là. Il y a les sites de là-haut, de Kibati. Il y a les sites de Kanyabayonga, Aruchuru, il y a partout. Vous voyez, et partout là, il y a des personnes handicapées. Donc, quand ces humanitaires prennent le nombre de ces personnes-là déplacées, il faut tenir aussi compte de 18% de cette population-là. En tout cas, justement, il faut tenir compte 18% de personnes vivant avec seulement ici dans la seule province du Nord République démocratique du Congo. C'est vraiment difficile pour eux. La vie est vraiment compliquée. Est-ce que d'autres trouvent facilement des supports, des mobilités? C'est ce qui m'a fait pleurer. Elles lui disent que les autres sont en train de négociations entre le gouvernement et les groupes armés internes. Et parmi ces groupes armés-là, il y a nos enfants devenus handicapés pendant la guerre. Pendant la guerre, ou les guerres, parce que ici chez nous, les guerres sont multiples. Et là, on était poussé à aller aussi à ces négociations-là pour aller parler à propos de ces personnes-là. Ces enfants-là, nos enfants, les Congolais-là, qui sont devenus handicapés à cause de guerre. Quel sera leur sort? Quelle sera leur part dans le programme PDDRC? Parce qu'on va démobiliser les autres. On va intégrer les autres dans la communauté, réinsérer les autres dans la communauté. Et ces gens-là qui sont devenus handicapés, vraiment flexibles, nous acceptons tout le monde, que les humanitaires arrivent et nous impliquent aussi, nous faire aussi participer dans leur programme. Merci beaucoup, maman. C'est moi qui vous remercie.